Parce qu'aujourd'hui, sur le podcast, on a Eve-Marie Beauregard, qui est une de mes meilleures amies. Fait qu'on a cette petite fébrilité enfantine qui s'éveille très facilement entre nous. Allô! Salut! Salut! Je me sentais tellement excitée aussi, je respirais, puis j'étais comme... Ça me chatouillait vraiment trop à l'intérieur. C'était comme impossible. Puis elle a ouvert les yeux, puis je la regardais. Fait que pour les gens qui te connaissent pas, qui est Eve-Marie dans le moment présent? Ouais. Mais premièrement, merci. Merci. Ça fait longtemps qu'on en parle, puis ça se réalise enfin. Et qui je suis dans le présent, c'est vraiment une bonne question, parce que je pense que je suis en train de me redéfinir de qui je suis dans le présent. Fait que ça m'amène à réfléchir à voix haute qui je suis dans le présent. Je suis une femme, je suis au Québec. Professionnellement parlant, je suis professionnelle en sexologie, coach somatique. Qui je suis dans le présent, c'est vraiment une bonne question. Je suis ici, je suis heureuse. Nouvellement excitée. Exact. Nouvellement sautine pour quelques mois. Donc, ouais, c'est une question qui est en redéfinition, en fait, actuellement pour moi. Ouais, c'est vraiment une belle question. C'est une des raisons, je pense que c'est parfait qu'on fasse le podcast aujourd'hui parce que on en avait parlé pour la saison 1. Fait que, il y a 2 ans, où tu étais dans un espace complètement différent. Vraiment. C'est une des choses, c'est ça que j'ai envie qu'on parle aujourd'hui, c'est cette période de transition-là qu'on a toutes à certaines périodes de notre vie. Puis pour beaucoup de gens, je pense que les gens voient ça comme un échec, comme quelque chose de très difficile. Il y a parfois même de la honte autour de ça. Souvent, ce que je vois aussi, ça va pas assez vite. C'est comme si on veut savoir tout de suite où on arrive, qu'est-ce qu'on fait, mais ça marche pas de même. Puis on sait pas ça dure combien de temps. Puis c'est ça, il y a cette espèce de... Je trouve qu'il y a beaucoup de croyances dans ces périodes-là où les gens sont comme paresseux. T'es comme paresseux parce que t'es pas dans ton mode de performance habituel, parce que tu sais pas tu t'en vas où, parce que ton chemin il a comme bougé. Moi, je pense que ta mission reste la même, c'est juste une façon différente de t'y rendre. Mais c'est comme, OK, ben quelle route je prends, quel chemin, de quelle façon, à quelle vitesse, avec qui, mettons. Puis ça peut prendre beaucoup plus de temps que quelques jours. Exactement. Puis, tu sais, pour mettre en contexte, moi, dans le fond, ça fait 3 ans que j'ai choisi de m'expatrier au Costa Rica, où j'ai laissé un emploi que j'aimais beaucoup. Je faisais de l'éducation à la sexualité dans un centre de service scolaire. Puis là, j'ai tout mis ça de côté pour me redécouvrir. Puis là, je pensais que ça viendrait facilement. Eh bien, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Puis après 3 ans, en fait, tu sais, j'ai fait des formations en tantra, j'étais allée me chercher d'autres qualifications. Puis là, j'arrive à un moment où c'est comme, parfait, je fais quoi avec tout ça? Où je m'en vais? Puis je trouve qu'il y a l'urgence. Puis moi, je pense que j'ai tendance à me comparer, par exemple, avec mes amis proches, où je les vois aller dans des directions que c'est vraiment assumé. Pour moi, c'est pas encore autant assumé, ma direction à l'intérieur de moi. Je sais qu'il y a quelque chose, j'ai des champs d'intérêt, tu sais, ça n'a jamais changé, mais comment est-ce que je vais l'emmener? Il manque un peu de clarté encore à ce niveau-là. Mais, puis ça, c'est quelque chose, tu sais, ce que tu amènes, je trouve ça intéressant parce que, mettons, je pense que pour moi, tu peux avoir l'impression que j'ai une mission vraiment claire, puis comment j'y vais vraiment clair, right? Mais non, ça change beaucoup, puis c'est juste que je suis confortable dans ce changement-là. Je ne veux pas une structure qui est rigide. Je veux justement pouvoir suivre le flow de où est-ce que la vie m'amène, dépendamment de moi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Fait que je pense juste que c'est la même chose pour moi, puis je pense pour la majorité des gens, c'est juste qu'il y en a peut-être pour qui c'est plus normal, puis il y a une plus grande facilité. Tu sais, je peux voir le fait que quand j'étais jeune, on déménageait presque à chaque année. Fait que j'ai été très vite habituée au changement. Changement d'espace, changement dans les gens, changement de maison, d'environnement. Fait que pour moi, c'est quelque chose qui est facile de bouger là-dedans. Fait que ça bouge dans mon entreprise ou dans qu'est-ce que je vais faire. Ce flow-là, pour moi, il n'est pas dangereux. Puis là, pour moi, la grosse différence, c'est aussi d'accepter que je gère pas le rythme à laquelle ça va. Moi, c'est plus ça. Des fois, je suis comme, ben là, ça fait 2 semaines. Ben oui, mais ça prend 2 mois, tu sais. Cette fois-là, c'est un petit peu plus long, tu sais. Mais je pense qu'on a tout ça. Oui, mais j'aime vraiment la façon dont tu l'amènes. Puis moi, je pense que je suis un petit peu plus rigide, dans le sens où j'aime ça savoir, puis c'est comme avoir une structure claire. Puis on dirait que tant que c'est pas clair, je vais pas m'avancer. Alors que toi,
c'est la même vision, elle est pas claire, mais tu y vas puis tu navigues là-dedans. Fait que Mhm. c'est vraiment intéressant de l'emmener comme ça. Puis là, c'est à moi de... OK, c'est comme... Ça va se déterminer, je vais le découvrir, puis il faut que j'accepte cet inconnu-là qui est inconfortable dans le moment. Mhm. Ouais. Puis, dans les gros moves que tu as fait depuis 2 ans, tu as choisi de sortir de l'ordre des sexologues. Oui, exact. Ça a été vraiment un deuil. Tu sais, j'ai étudié en sexologie à l'UQAM. J'ai été 8 ans de temps membre de mon ordre professionnel. Puis, après des discussions avec ma superviseure clinique, ben, elle m'a fortement suggéré, en fait, peut-être que l'ordre, c'était pas le milieu, c'était pas le cadre de travail qui était idéal pour soutenir mes projets. Donc, ça m'a emmené à des réflexions. J'ai repoussé 2 ans avant de prendre ma décision parce que c'est sûr qu'un ordre professionnel aussi, ça apporte une certaine sécurité en tant que professionnel, tout comme ça apporte une sécurité au public. Ça apportait une certaine visibilité. J'avais pas besoin de faire valoir mes compétences. Elles étaient déjà values par l'ordre. Fait que ça amenait tout cet élément-là que maintenant, que je dois faire moi-même, là, qui est comme plus difficile. J'ai plus de difficultés à me vendre puis ces choses-là. Donc, l'ordre, c'est vraiment une belle structure, mais quand on veut avoir des approches qui sont un peu plus alternatives, comme moi, je m'intéresse beaucoup au tantra, j'aime beaucoup intégrer ces outils-là dans mes accompagnements, ou encore j'aime beaucoup faire des retraites, où je vais intégrer la sexologie moderne, je vais intégrer la science tantrique dans ces espaces-là, et là, ça devenait un petit peu borderline, un petit peu risqué pour moi. Fait que c'était plus sécuritaire, puis pour protéger aussi les gens qui s'embarquent dans ces espaces-là, ils savent pleinement dans quelle posture est-ce que je me présente. Mhm. Fait que autant pour moi que pour les gens qui se présentent dans ces espaces-là. Donc, c'est ce qui a déterminé mon choix, mais ça a été un gros deuil. J'aimais beaucoup porter le titre de sexologue, mais malheureusement, aujourd'hui, là, je ne le porte plus. Et heureusement. Et heureusement. Ben oui, exact. Merci, c'est vrai. Et heureusement, parce que là, c'est ça. Ça m'amène à me redécouvrir, à me redéfinir moi-même sans avoir un cadre qui est prédéterminé, qui a été déterminé par d'autres. Puis c'est là où des fois, ça peut être, pour certaines personnes, où c'est comme « Waouh! Je peux tout créer moi-même. » Mais en même temps, des fois, c'est comme « Oh! Quand on a tout l'espace de créer, qu'est-ce qu'on veut créer? » Mhm. Puis je suis un peu dans... Ça fait un moment là, que je suis dans ces réflexions-là, puis c'est ça. Tout n'est pas clair, mais j'avance tranquillement là-dedans. C'est drôle parce que quand tu me dis ça, je vois la roue du consentement. C'est Betty White, hein? Je me souviens pas c'est qui, mais oui... Je pense que oui. Je mélange souvent, mais je pense que oui. Vas-y. Roue du consentement, sinon. Mais tu sais, dans la roue du consentement, moi, une des choses que j'ai appris avec ça, c'était si tu n'as pas des limites claires du terrain de jeu, tu ne sauras pas où aller te promener dans l'espace. Puis, dans un des ateliers que j'avais reçu là-dessus, elle donnait l'exemple qu'il avait fait un test avec des enfants en garderie. Oui. Tu l'expliquer? Oui. Sais-tu de quoi je parle? Oui, okay. Oui, absolument, oui. Oui, exact. En fait, ils ont mené des études exactes pour voir, puis ça parle un peu des limites, puis quand il n'y a pas de limites, qu'est-ce qu'on fait? Puis, ils avaient installé un module de jeu sur un grand terrain ouvert. Et là, ils se sont rendus compte que les enfants restaient très, très collés sur le module de jeu. Alors qu'ils n'exploraient pas. C'est cet exemple-là. Donc, ils n'étaient pas en exploration, puis ils restaient très collés. Puis quand ils ont mis une clôture, où ça l'a défini, bien là, les enfants allaient explorer l'entièreté de cet espace-là. Donc, c'est pas parce qu'on ne définit pas un espace qu'on pense qu'on a toute la liberté, qu'on va nécessairement explorer ça. Puis moi, je m'observe, puis je suis beaucoup comme ça. Quand j'arrive dans un nouvel espace, exemple, je déménage souvent, là, je viens d'arriver à Sutton, puis là, je vais être un moment où je vais rester très proche de mon environnement. Tu sais, je vais aller marcher dans les sentiers très proches, je vais prendre un moment avant de sortir. Tu sais, j'ai comme besoin de me déposer puis de me sentir en sécurité à l'intérieur de moi avant d'aller explorer. Fait que des fois, c'est intéressant aussi de le voir. C'est ça, c'est les limites. Là, tu sais, on parle de limites, des très, très grandes limites de pratique, par exemple, puis des fois, c'est avec nos limites personnelles, puis où est-ce qu'on se situe dans l'espace. Je pense qu'un influence l'autre, là, bien évidemment. Là, mais c'est la première fois que je vois ce concept-là pour définir un peu le travail. Fait que je trouve ça intéressant. Puis je saurais, tu sais, c'est nouveau que je vois ces deux-là ensemble, là, la roue du consentement avec le terrain de jeu du travail. Dans quoi on veut jouer. Pour justement aller se promener partout puis pas rester dans le petit coin de comme je pense que c'est là que beaucoup de gens restent pris dans le module de jeu puis osent pas sortir. Fait que, en tout cas, moi, je me mets une petite note d'aller voir comment on peut, je sais pas, t'as peut-être une idée, mais comment on peut aller définir ce terrain de jeu-là? Dans le milieu professionnel, par exemple,
parce que moi, je m'identifie vraiment bien à ça. Je vais rester collée sur le module de jeu pendant un moment. Je pense que pour moi, ce qui est soutenant, c'est d'avoir des gens qui ont des perspectives différentes de la mienne, peut-être dans des domaines différents, ou même le même domaine que moi, qui vont un peu me montrer c'est quoi, eux, leur terrain qu'ils ont déterminé pour eux. Fait que là, ça va m'aider de dire « Ah oui, ça, c'est possible, c'est vrai, j'avais pas pensé. » Tu sais, j'étais comme restreinte dans un certain espace, mais non, OK, c'est un peu plus grand. Puis à un certain moment, je pense que, tu sais, le terrain s'agrandit de plus en plus, jusqu'à temps que tu trouves qu'est-ce qui est réellement tes limites à toi. Dans quel espace est-ce que tu veux jouer? Puis je pense qu'il y a toujours moyen que ça bouge, en fait. Ça, il faut. Ouais. Parce qu'on veut pas sortir d'une structure pour se remettre en prison. Exact. On veut pas des murs, on veut des... On veut que ça soit fluide, Oui, que ça bouge. On danse ton spaghetti. Exactement. C'était quand on s'est rencontrés avec Marie, on était dans une danse où on se faisait guider, puis il disait vous dansez et tous vos muscles deviennent du spaghetti, puis après ça on dansait dans de la crème fouettée. Oui. Puis on s'est rencontrés comme ça. Exact, avec Mess Sirois qui m'a vraiment transformée en fait pour la danse. Là. Petit clin d'œil à Mess Sirois. Ouais. OK, fait que là, Enflamme ta magie, qui est un podcast de magie, puis là, Marie est comme, mais de quoi qu'on va parler? Puis je suis comme, j'aimerais beaucoup ça, qu'on parle de sex magic. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Je pense qu'avant même de dire que c'est ça, je vais peut-être parler où est-ce que ça m'a été partagé. Pour mettre en contexte, des fois, ça permet comme de mettre des assises. Je l'adressais de cette façon-là, puis après ça, on va arriver à qu'est-ce que c'est. Donc, le sex magic, c'est une pratique qui m'a été partagée par Leila Martin, qui est... je sais pas comment est-ce qu'elle est... Je vais l'appeler ma coach. Elle est Leila Martin. Ouais, c'est ça. Au défaut de mettre un titre qui lui correspond pas, mais bref, j'ai fait un programme de coaching en tantra avec elle, puis elle partageait des pratiques de sex magic. Le sex magic, en fait, le plus simplement expliqué, c'est d'emmener notre énergie de la base à monter vers le haut. Donc, c'est de faire circuler l'énergie à l'intérieur de nous. Pas n'importe quelle énergie. On veut vraiment parler d'énergie sexuelle. De plus en plus, là, je trouve ça vraiment intéressant parce que on définit de mieux en mieux c'est quoi l'énergie sexuelle puis à quoi ça sert. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie de la vie, de la création, mais c'est aussi ce qui nous permet, énergie de vie, de création par rapport à l'humain, par exemple, par un enfant, puis tout ça, mais c'est aussi une énergie qui permet de nous déployer, qui nous permet de nous manifester. Et quand cette énergie, elle est stagnante, quand elle reste prise ou quand elle est comme... soit qu'il y a des blocages, soit qu'il y a des déséquilibres, soit trop activée ou pas assez activée, bien là, ça l'amène des débalancements à l'intérieur de soi, puis dans notre vie. Donc, dans nos relations, dans notre monde professionnel, puis ça a un impact. Donc, c'est comme une façon de jouer. Je l'entends avec le jeu parce que je pense que c'est vraiment important. C'est une façon de jouer avec cette énergie-là qui est présente en nous, mais de la diriger vers quelque chose qui peut nous servir. Fait que pas juste d'avoir l'énergie qui montre la sexualité, l'orgasme, puis là, l'énergie est juste libérée, autant pour l'homme que la femme. Exact. Puis cette énergie-là est un peu perdue plutôt que de dire, hey, on va venir la prendre, puis on va la diriger exact. vers, que ce soit un endroit du corps, que ce soit vers un projet, que ce soit pour un rêve. Exact, exact. Puis tu sais, j'aime les mouvements que tu fais. Hein, ça nous montre qu'est-ce qu'on a tendance à faire avec l'énergie sexuelle. On la ressent, puis là, tout de suite, on veut la... C'est intense, on sait pas trop quoi faire avec. Quand on fait des pratiques de sex magic, c'est on veut la faire monter dans notre canal central, si on est familière, ou on peut penser à la Kundalini ou ce genre de termes-là. Donc, on veut la faire monter à travers nos chakras. Puis je pense que les gens savent de quoi on parle ici. On veut la faire monter à travers nos chakras jusqu'à la couronne. Puis à la couronne, elle va comme exploser. Puis quand elle est rendue à la couronne, bien là, on peut la faire recirculer à l'intérieur de nous. Donc, on parle du microcosme orbite, qui est comme une respiration qu'on peut faire avec notre énergie sexuelle à l'intérieur de soi. Donc, c'est un système fermé. Plutôt que de la perdre, hein, de la pousser, ou comme même de la perdre là, pour qu'elle se dirige que vers là, mais on la fait monter, on la fait exploser, hein, elle va sortir de nous, mais on la fait recirculer à l'intérieur de soi. Donc, c'est comme une pratique aussi qui peut venir nous recharger. Tu sais, des fois, après la sexualité, peut-être que vous avez déjà entendu de dépression post-coïtale ou de perte d'énergie importante après avoir eu un orgasme, après avoir eu de la sexualité, c'est qu'on va perdre cette énergie-là. Donc là, il faut se pratiquer soi. Puis c'est... Tu sais, on parle de sex magic, là.
ça n'inclut pas nécessairement les organes génitaux. Il peut y avoir des chatouillements, on peut faire des contractions du plancher pelvien, engager les bandas à la base du corps pour faire monter cette énergie-là, mais c'est pas nécessairement un orgasme physique qu'on va ressentir. Hein, quand on parle de sex magic, c'est un orgasme qui est plus énergétique, un orgasme qui va dépasser en fait les sensations physiques, puis qui va venir comme se répandre dans tous nos corps. On va se sentir en béatitude, très, très présente dans le moment présent, où comme tout d'un coup, il n'y a plus rien qui existe, puis on est vraiment présente à ce qui est là maintenant. J'ai pensé à quelque chose, ça va peut-être... Je ne connaissais pas Sex Magic avant, justement, que je pense que c'est toi qui m'en as parlé la première fois. Je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent pour manifester. Moi, la première fois que j'ai utilisé ça sans savoir ce que je faisais, de façon très intuitive, ça a été pour guérir ma jambe. Fait que quand j'ai eu, après mon accident, quand ma jambe droite guérissait pas, puis là, j'ai commencé à plus m'intéresser aux énergies, aux émotions. Je me rappelle, je parlais avec ma psy, puis j'étais comme... Ça m'est juste venu, j'étais comme... Ben, quand j'ai un orgasme, c'est beaucoup d'énergie, je pourrais l'envoyer dans ma jambe. Puis elle a dit, ben absolument. Puis j'ai commencé à faire ça. Fait que j'envoyais l'énergie dans ma jambe, puis encore aujourd'hui, des fois, l'énergie va dans ma jambe. Puis je la sentais, l'énergie descendait dans ma jambe, puis je me disais, oh wow, tu sais, j'utilise cette énergie-là pour venir soutenir mon corps. Oui, je suis tellement contente que tu dises ça, en fait, parce que, en fait, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de la régénération. Donc, de la diriger vers quelque chose qui nous sert. Puis cette chose-là, ça peut être de manifester notre partenaire de rêve, notre job de rêve, peu importe, de manifester le bien-être, mais ça peut aussi être de manifester un état de bien-être de notre corps physique. Donc, c'est intéressant. Souvent, la manifestation, on pense beaucoup à des choses externes, mais ça peut être de manifester la guérison de son corps. Donc, c'est l'énergie à la base de ça. Puis, souvent, ce qui permet aussi d'arriver dans cet état-là, c'est la détente complète du système nerveux. On sait que l'orgasme, c'est le moyen le plus efficace pour relâcher notre système nerveux. Je savais pas. Ouais. Donc, vous l'avez sûrement, je vous souhaite, déjà tout expérimenté. Si c'est pas le cas, prenez rendez-vous avec moi, puis on va explorer ça. Puis c'est vraiment pas pour amener, mais on sait on sait que, selon les statistiques, 15% des femmes n'auraient jamais atteint l'orgasme. J'ai pas de statistiques sur les hommes, j'ai de la statistique pour les femmes. Mais donc, si vous faites partie de cette statistique-là, votre corps n'est pas brisé, vous êtes normal, mais des fois, il faut avoir des pratiques de reconnexion à son corps en douceur. Puis je peux souvenir là, à refaire cette connexion qui est importante là. Mais bon, pour ceux et celles qui ont expérimenté l'orgasme dans leur corps, comment est-ce qu'on se sent après? Comme un relâchement total. Ça dure pas toujours longtemps, hein, tout dépendant des pratiques qu'on a, si on est capable de maintenir cette énergie-là dans notre corps ou pas, ou si on la projette là, tout de suite. Donc, quand on vient maintenir cet état-là, là, on est dans une détente totale pour une période de temps différente. Là, quand on parle d'orgasme plus énergétique, quand on pratique le sex magic ou certaines approches comme ça peut durer des heures, voire même des jours, cet état-là. Si on est capable de maintenir l'énergie à l'intérieur de soi. Souvent, dans le monde des mortels, ça va durer quelques secondes. Hein? Comme 30 secondes, 1 minute au maximum pour les gens. Puis, en fait, même moi, tu me fais réaliser, je vais sortir vite de cet espace-là, plutôt que de l'utiliser comme un espace pour méditer, entre autres. Oui, exact. Oui, j'adore ce que tu dis. Parce que, en fait, je vais l'emmener avec les pratiques de yoga. Qu'est-ce qui est le plus important dans le yoga? C'est les 3 étapes. L'entrée, le maintien d'une pause, puis la sortie. Les 3 sont tout aussi importantes. Puis souvent, pour prendre le parallèle du yoga, les blessures vont arriver à la sortie. On botche. On sort de la pause, on se relâche, puis là, on va tout de suite à l'autre pause. C'est la même chose dans la sexualité. Hein? Autant que ce soit avec soi-même ou avec un partenaire, c'est important de considérer les 3 étapes. Comment j'entre dans cet espace-là, comment je maintiens et comment je sors de cet espace-là. Donc, quand on a des pratiques solo, par exemple, où je vais me masturber tout simplement ou aller plus vers des pratiques de sex magic ou comme juste de reconnexion à mon corps, comment est-ce que je sors de cet espace-là? Est-ce que j'ai mon orgasme, c'est terminé, puis comme je reprends ma vie, puis c'est correct? C'est vraiment correct que ça soit ça des fois, hein, c'est vraiment pas pour dire que c'est pas correct, mais
Est-ce que des fois, je peux me permettre des moments où je vais faire comme un genre de shavasana à la fin d'une pratique de yoga où on dit que c'est une des pratiques les plus importantes, une des postures, pardon, de la pratique parce que ça nous permet de tout intégrer ce qu'on a fait. C'est la même chose après avoir eu de la sexualité. Donc, de prendre ce moment-là de détente, que ce soit avec soi-même, que ce soit avec un ou une partenaire, pour juste intégrer ce qui s'est passé dans notre corps, intégrer l'expérience. Peut-être qu'on va avoir des messages, des visions, des idées. Moi, je sais que c'est souvent un espace où je sens que ma créativité est activée. Puis là, tu sais, j'essaie de pas bouger. Je restais là, puis après ça, là, je vais écrire comme des choses. As-tu des exemples pour les gens, justement, de peut-être que toi, tu as expérimenté ou des clients autour de toi, des exemples concrets de comment on peut utiliser l'énergie de la sexualité pour... Tu sais, là, on parlait de guérison du corps, on parle de manifestation, de projets. Oui, il y a toutes ces choses-là. Je pense que le plaisir, qu'on a comme pas nommé, mais qui est quand même une des fonctions vraiment importantes, puis je le nomme, puis c'est vraiment important parce que j'ai beaucoup de clients, hommes et femmes, pour qui la sexualité n'apporte pas de plaisir. En fait, de ramener le plaisir dans la sexualité, c'est vraiment, vraiment important. Et des fois, c'est de voir qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a mis de côté le plaisir. Est-ce qu'on est plus dans des pratiques où on veut plaire, où on va se forcer, ou des fois peut-être qu'on est déconnecté de son corps. Donc, je le dis parce que ça a l'air banal puis simple, mais en même temps, ça l'est vraiment pas pour tout le monde. Puis c'est de... Je veux pas normaliser ça, parce que c'est quelque chose d'important. En même temps, c'est pas dire ah, « c'était pas ça, c'est pas bien », de pointer du doigt, mais c'est possible de retrouver le plaisir dans sa sexualité. Des fois, il y en a qui sont en couple pendant 20 ans, puis c'est comme « Bon, ben j'avais ça quand j'avais 20 ans, puis là, aujourd'hui, c'est comme ça. » Ça n'a pas besoin d'être comme ça aujourd'hui. Ça peut changer. On peut ramener le plaisir. Pour moi, ça, c'est vraiment super important. Par la suite, d'autres façons, on n'a pas parlé de trauma. On a parlé un peu du système nerveux, relâchement du système nerveux. Des fois, ça peut être utilisé pour surmonter des traumas à la sexualité. Si on a un partenaire ou une partenaire qui nous fait sentir totalement en sécurité, avec qui on se sent totalement libre, bien, on peut aborder certaines choses qui n'ont jamais été parlées. Donc, ça peut être un espace de guérison de blessures qu'on porte. J'essaie de voir, sûrement qu'il y en a d'autres que j'oublie actuellement, mais on dirait que c'est celle... On dirait, pendant que tu parles, ce que je vois, c'est la... Peut-être tu as la réponse, mais tu sais, quand on médite, ça vient moduler les ondes dans le cerveau. Fait que j'ai l'impression, quand on a une sexualité consciente, justement en présence avec une intention à la base qui est claire, que ce soit justement peut-être une guérison du corps, d'augmenter la vitalité, d'avoir des idées pour un projet, de manifester justement quelque chose d'un peu plus tangible, on va dire, dans le monde extérieur. Parce que, tu sais, on est une antenne. On est une antenne, on est une fréquence. Puis moi, je dis toujours, quand on se tasse du chemin, la magie opère. Fait que je pense que c'est un bel espace pour se tâcher du chemin, puis de connecter justement pleinement la fréquence de ce que tout notre être vibre et veut être. Puis quand on est dans cet espace-là méditatif, ça nous permet d'être... Quand on médite, on n'est pas... On observe nos pensées, mais on n'est pas juste dans notre tête perdue, on observe nos pensées. Puis personnellement, quand je fais ces pratiques-là, la première chose que je fais, c'est de me mettre en méditation pour pas être dans ma tête, pas penser à mes listes, pas penser à mes choses à faire, pour vraiment être en présence avec mon corps. Et donc, de vibrer cette fréquence-là très, très distincte qui est la mienne. Puis c'est comme ça qu'on manifeste. T'sais, la manifestation, c'est d'envoyer une fréquence très claire dans l'univers pour que l'univers soit comme « Oui, bonjour, j'ai bien reçu, je vous envoie. » C'est très, très clair. Puis je pense, ce que je vois en ce moment, c'est ça que le sex magic peut permettre. C'est de créer un espace où on est pleinement avec soi, et des fois avec l'autre, mais premièrement avec soi, où notre fréquence est très claire, très nette, puis peut aller chercher très rapidement aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de très rapide avec cette façon de manifester-là. Ça peut, si on connecte à notre corps. Tu l'as vraiment bien dit. C'est pas parce qu'on médite qu'on est plus dans nos ressentis, puis des fois, au contraire, il y a certains types de méditation qui vont nous maintenir dans notre tête. Puis là, il y a comme une séparation, dans les principes du tantra, souvent, on parle de la fameuse séparation entre la tête puis le corps. Donc, on se vit, majoritairement du temps, dans notre tête. Et là, on oublie qu'on a un corps. C'est comme je fais des choses, mais par automatisme. Puis là, je vais me cogner, je vais m'accrocher. Je perds conscience de mon corps physique.
Fait que quand on fait ces pratiques-là aussi, c'est important de reconnecter à son corps. Que je sois en méditation, c'est qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Est-ce que je suis capable de laisser mon mental faire ce qu'il veut? Il va jamais s'arrêter, on s'entend. Il va toujours continuer à entendre des pensées, à avoir des pensées. Est-ce que je peux juste me reconnecter dans mon corps? Et plus que je suis connectée à mes ressentis, je pense que c'est là où on se dit souvent que la manifestation va opérer. Parce qu'il faut ressentir pour manifester. Donc, si je me dis, ah oui, j'y pense, puis je médite, là, puis là, je suis comme 30 minutes par jour, là, mais que je le ressens pas. Tu sais, que j'ai pas l'émotion, j'ai pas la sensation de qu'est-ce que cette chose-là, qu'est-ce que cette guérison-là, qu'est-ce que cette manifestation-là, ce bien-être-là va m'apporter, ça va pas vraiment fonctionner. Fait que, tu sais, des fois, il faut faire attention au fameux bypass qu'on a. Puis des fois, avant même d'aller manifester, c'est dire, hey, est-ce que je le ressens, mon corps? Est-ce que je suis engourdie ou je suis là, présente avec cette chose? C'est quand la dernière fois j'ai donné de l'amour à mon corps? Tu sais, des fois, on veut souvent aller vers des pratiques de manifestation, puis on veut sauter des étapes, puis là, ça marche pas. Mais c'est normal. On n'a même pas connecté avec soi-même pleinement. Fait que, ouais. Aurais-tu un outil pour les gens pour qui c'est peut-être un peu plus difficile pour connecter au corps avant de faire une pratique de sex magic, par exemple? La première chose que je conseille à presque tous mes clients, c'est de prendre le temps de se crémer. Ça me paraît un peu bizarre, mais moi, j'aime beaucoup tenter de ne pas ajouter des choses. Nos vies sont déjà bien chargées, mais c'est plutôt d'aller chercher qu'est-ce qu'on fait régulièrement que je peux juste améliorer. Donc, tu sais, par exemple, s'étirer en se brossant les dents. Tu sais, des affaires de même. Et là, c'est pas ça, là, mais... Donc, à chaque jour, ou presque, surtout les femmes, puis peut-être les hommes aussi, on va se crémer. On va se mettre des produits sur le corps, sur la peau, de notre visage, peu importe. Donc, si vous avez ces pratiques-là dans votre quotidien, souvent, les gens, ils sont comme ça. C'est effrayant! Hier, j'ai fait genre... Je suis comme, comment je peux me crémer le plus vite possible? Non! C'est puis là, bon, je suis comme, elle est vraiment épaisse ma crème, je m'en ai mis. Puis là, je l'ai faite, puis là, je fais... Je me donne des petites tapes partout. Barabim, baraboum! Exact. 20 secondes, c'est fini. Exact. Mon corps, il est comme... Oh. Exact. Et ceux qui se crèment pas, pensez à comment vous lavez. Ceux qui se lavent avec du... Ceux qui se lavent, je sais pas trop que savon. Je me lave pas nécessairement tout le corps avec du savon, c'est pas nécessaire, mais est-ce que, justement, quand je me lave, c'est comme ça ou je prends le temps? T'sais? Fait, encore une fois, c'est pas de le faire à tous les jours, puis c'est correct que des fois, ça soit... On le fasse vite, tout comme quand vous allez vous masturber, c'est correct là, que ça soit juste un 3 minutes, bing bang, je suis rhabillée, puis c'est fini, c'est correct. Mais c'est de dire, est-ce que des fois, je peux faire différemment? Si justement, je vais prendre le temps de connecter. Fait que là, c'est la prochaine fois que vous allez vous crémer, la prochaine fois que tu vas te crémer, c'est de voir, est-ce que je peux prendre le temps de toucher ma peau puis la regarder? Je sais que c'est quand même un défi. Il faut quand même être réaliste avec le vécu de la plupart des personnes. Puis je pense que hommes, femmes confondus, mais c'est un défi de regarder et d'apprécier pleinement son corps. Donc, souvent, c'est la première chose que je vais suggérer. Donc, de se crémer parce que ça nous oblige en quelque sorte à avoir un certain contact avec notre peau, à la toucher et à la regarder. Donc, pas juste la toucher à l'aveuglette puis comme ouh là là, tu sais, je veux pas trop regarder. C'est est-ce que je peux regarder? J'avais pas vu que j'avais ces nouveaux grains de beauté là. Eh ben, j'ai des petits poils qui commencent à pousser par ici. OK. Tu sais, de redécouvrir votre corps physique pour ce qu'il est. C'est tout simple, mais je sais que c'est pas simple dans l'application, puis ça peut faire monter des émotions, puis ça peut faire remonter des malaises, puis c'est de s'accueillir dans ça. Puis quand on est dans des pratiques de tantrisme, par exemple, tout est outil de transformation. Donc, que j'ai une grande émotion, une grande peine, peut-être même un dégoût. Je pense que c'est important de nommer. Il y a certaines personnes qui ont un dégoût pour certaines parties de leur corps, pour leur corps en général. Est-ce que je peux juste accueillir que c'est comme ça que je me sens? Que je ressens que j'ai un dégoût. Pas le vouloir le rejeter, pas le blâmer, pas le juger. Juste de me dire, oh,
c'est ça que je ressens. Dans le moment présent. Dans le moment présent. Mm-hmm. Exact. Puis de travailler avec ça, parce que si on le rejette, on peut pas travailler avec, puis on bypass. Le tantrisme. Ouais, ouh! Qu'est-ce que c'est? C'est... Le tantrisme, qu'est-ce que c'est? C'est sûrement la question que je trouve la plus difficile. Parce que c'est complexe. Hein? C'est une science non moderne qui a été développée. Tu sais, là, je suis pas excellente dans toutes ces choses-là, mais tu sais, c'est des pratiques qui datent de plus de 5000 ans. Il y a beaucoup de gens qui ont emmené des morceaux du tantra à nous, ces connaissances-là. Il y a beaucoup de visions différentes, il y a différents types de tantra aussi. Pour moi, qu'est-ce que ça m'amène le tantra? C'est plutôt... c'est plutôt que de donner une définition, je vais dire qu'est-ce que ça m'amène. Je pense que ça va être peut-être plus facile de définir de cette façon-là, mais c'est de ramener le plaisir du corps dans la vie de tous les jours. De ramener l'importance de se vivre pleinement. Quand je dis plaisir du corps, c'est pas toujours plaisant l'expérience du corps. Hein, des fois, c'est intense, on a des contractions, on se sent pas bien, on peut avoir des blessures, là, comme des... Exemple, moi, j'ai tendance à faire des migraines, donc mon corps n'est pas toujours plaisant. Mais c'est de ramener et de maintenir ce contact-là avec ce qui se passe dans mon corps, dans mon expérience de tous les jours. De pas rejeter ce que mon corps vit, même si c'est des choses que je trouve désagréables. Quand je dis ça, on a le droit de prendre des pauses. On n'est pas obligé d'être constamment dans l'intensité du corps, puis dans... Tu sais, des fois, c'est correct de dire, OK, là, en ce moment, je sais que j'ai une blessure à l'épaule que je dois m'occuper, mais là, j'ai une famille à nourrir, je dois accomplir des tâches au travail. Je mets ça dans une petite boîte, dans mon cerveau, en quelque part. Je vais y revenir. Je vais pas l'oublier. C'est important. Mais je prends une pause. Je peux faire la même chose avec des émotions, des fois, que j'ai. C'est comme, j'ai une grande peine en ce moment. J'ai le droit de prendre une pause de ma peine pour me permettre de vivre un moment joyeux, pour me permettre de vivre un moment agréable avec mes amis, avec ma famille, etc. Donc, on a le droit de prendre des pauses. Par contre, c'est important d'y revenir. Souvent, ce qu'on fait, et ce que j'ai fait aussi, on enfouit. On veut pas. On rejette. On repousse. Et là, qu'est-ce que ça fait quand je fais ça? Ça crée un fossé entre ma tête et mon corps. Et là, ça devient de plus en plus épeurant d'aller me vivre dans mon corps. Fait que pour moi, le tantra, ça l'a vraiment amené cette connexion-là. Donc, je trouve ça difficile de le définir, mais c'est ce que ça m'a apporté dans ma pratique de vie. Fait que c'est pas seulement lié à la sexualité. Non, pas du tout, C'est vraiment en fait. à la vie en général. Exactement. Exactement. Parce que plus on est connecté à nos sensations, plus j'accepte ce qui se passe dans mon corps, plus je m'offre une présence et plus je vais pouvoir être présente lorsque j'ai de la sexualité. Donc, le plaisir de la sexualité va en être décuplé, va en être plus grand. Peut-être que je vais changer la façon dont je m'engage dans la sexualité aussi en ayant conscience de qu'est-ce que c'est cette énergie-là. Puis ça veut pas dire de plus avoir de one night nécessairement. T'sais, encore là, je veux pas shamer, là, excusez-moi de l'anglicisme, mais je veux pas blâmer des pratiques sexuelles que les gens pourraient avoir, mais c'est juste que ça amène à... Si je m'engage à avoir une relation sexuelle d'un soir, par exemple, qu'est-ce que je vais mettre en place pour m'assurer que je me respecte pleinement dans mon énergie à moi, dans l'énergie à l'autre? Encore une fois, le fameux avant, pendant, après. On ramène dans ces trois éléments-là. Qu'est-ce que je vais faire avant, pendant et après pour m'assurer que je me respecte en tout temps? Donc, c'est pas de plus avoir ce type d'espace. On peut choisir à un certain moment donné que c'est plus quelque chose qu'on veut, mais ça veut pas dire de complètement rejeter ces espaces-là non plus. Puis là, tu amènes quelque chose de tellement, je trouve, important, tu sais, si on va plus au niveau énergétique. Les relations sexuelles au niveau énergétique avec un partenaire, une partenaire. Oui. Moi, avant de... On est toutes fait d'énergie, mais on dirait que c'est quelque chose, moi, que je savais pas. Tu sais, quand il y a, je sais pas, moi, il y a peut-être... c'est après mon accident. Moi, j'ai comme le avant-après mon accident, là. Fait qu'il y a peut-être 7 ans où j'ai une amie qui m'avait envoyé je pense que c'était une story ou un reel sur une femme qui parlait de comment elle a réalisé que les one night l'affectaient. Que l'énergie sexuelle, tu sais, la femme, c'est le réceptacle de recevoir, tu sais, l'énergie de l'homme.
que tu connais pas, tu sais pas il est dans quel état, tu sais pas qu'est-ce qui te déverse. Je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Ben, en fait, chaque personne a une sensibilité différente à ça. Puis il y en a justement qui vont être plus sensibles puis qui vont devenir plus conscients. Puis je pense que autant pour les hommes que pour les femmes, ça peut les affecter de cette façon-là. Puis c'est de voir, encore une fois, dans quel état est-ce que je m'engage à avoir ce type de pratique-là si je veux continuer à avoir ça. Puis oui, on est fait d'énergie, oui, ça a une influence. C'est de voir justement le après. Si je néglige le après puis que je me suis sentie utilisée, rejetée, pas valorisée, mais que je néglige l'intégration de cette partie-là, ça va pas me permettre de percevoir pleinement qu'est-ce que ça m'a apporté. Donc, je vais avoir tendance à reproduire ce comportement-là. En niant, puis encore une fois, c'est pas négatif, mais en ne voyant pas, en fait, l'impact réel que ça a sur moi. Fait que j'ai l'impression que j'ai vécu cette intensité de l'énergie sexuelle, ça m'a éveillée, mais j'ai pas bien analysé l'impact que ça a après. Et finalement, la balance de bénéfices puis de... C'est quoi l'autre? Pas bénéfice. De coûts, des coûts-bénéfices, c'est ça qu'on dit. Ben, elle est débalancée, mais si on prend pas le temps de l'observer, on s'en rend pas compte, puis c'était juste des bénéfices. Je me suis sentie tellement vivante pendant un moment, ça m'a fait du bien. Mais c'était quoi le coût de ça? Puis, encore une fois, au niveau énergétique, d'aller... Ça veut pas dire que la personne est mal intentionnée. Non. Mais comme n'importe qui, tu sais, t'arrives dans une pièce, puis il y a quelqu'un qui est full anxieux. Tu vas finir par te sentir anxieux, puis tu vas être comme, mais voyons, je me sens donc bien bizarre. Si t'es pas assez en présence, puis t'as pas tes protections, puis tout ça. Puis ça se peut que tu repartes, puis que t'aies ce sentiment-là qui te suive sur quelques jours. Fait qu'au niveau de l'énergie de la sexualité qui est partagée, pour moi, c'est un peu la même chose. Puis c'est pas de tomber dans la peur, mais je pense que c'est là, en tout cas, pour moi, dans le moment présent, comme tu dis, c'est pas de shamer les pratiques, c'est juste comment est-ce que je peux faire ça consciemment, que ça soit aligné avec qui je suis aujourd'hui. Puis c'est là pour moi d'utiliser votre intuition, d'aller voir votre oui puis votre non interne, d'aller voir est-ce que cette personne-là c'est un oui, c'est-tu un vrai, tu sais, le vrai full body fuck yeah de comme oui, ça nourrit tout. Exact. T'sais. Est-ce que c'est juste parce que je suis en ovulation en ce moment que c'est un oui ou c'est vraiment ça va être un oui demain matin aussi quand je vais me réveiller. Exact. Vraiment. Puis j'aime beaucoup, tu sais, quand tu dis l'entrée et la sortie, je pense qu'au niveau de la sortie, même si c'est avec votre amoureux, votre amoureuse, cette personne-là aussi vit des choses, cette personne-là aussi a un bagage émotionnel, arrive dans des états différents. Fait que, tu sais, là, je parle à voix haute pour moi, je vais me réécouter, c'est excellent. Mais d'avoir une pratique, justement, même de sortie au niveau énergétique, de nettoyage de son champ énergétique, que ce soit avec un homme ou avec une femme, comme tu dis, c'est pas parce que l'homme rentre dans la femme, mais peu importe, en fait. Autant, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que pour les gens qui sont, tu sais, vous êtes, les gens qui écoutent, on est de plus en plus conscients de notre champ énergétique, de comment on peut affecter les gens, puis comment les gens peuvent nous affecter. Fait que de rentrer dans cet espace-là en étant le plus en présence, puis, tu sais, comme tu nommais, moi, ça m'est arrivé d'avoir des grosses libérations émotionnelles pendant des relations sexuelles où je me sentais hyper en sécurité, puis c'était vraiment beau, mais c'est des grosses décharges. Des fois, c'est des cris, c'est de la grosse colère. Des fois, c'est de la tristesse, c'est beaucoup de pleurs. Fait que la personne est en présence très proche de recevoir ça, mais c'est important après ça, je pense, d'avoir une pratique pour décharger pour la personne qui vient de recevoir ça. Puis là, je parle d'une pratique où c'est conscient parce qu'on voit les émotions qui sortent. Exact. Mais je pense que ce serait quelque chose, en tout cas, à ajouter. Moi, en tout cas, je vais ajouter, on va dire, j'allais dire à mon quotidien, mais pour quand il y a ces relations-là à deux, de consciemment venir nettoyer l'espace pour chacun, chacune. Tu sais, des fois, dans des choses comme ça, on peut faire soit juste dans notre tête une certaine visualisation, des fois avec des mouvements, c'est je redonne à l'autre son énergie et je reprends mon énergie. Donc des fois, ça aussi, c'est des pratiques qui sont vraiment simples qu'on peut faire sans mouvement, mais des fois, ça aide d'avoir un mouvement pour le fameux mouvement d'énergie qui est très subtil ou invisible. Donc quand je redonne à l'autre et je reprends, et des fois, on peut même couper les liens. Si c'est une personne avec qui on ne veut plus nécessairement avoir de lien, c'est des pratiques qui nous permettent des fois de couper des liens, donc de s'assurer qu'on a tout repris ce qui nous appartient et on a tout redonné à l'autre. Puis c'est pas... c'est sans colère ou quoi que ce soit, là, c'est juste
comme des pratiques énergétiques, là, comme tu mentionnes, pour avoir un petit entretien de soi-même et de l'autre personne. Puis, tu sais, si quand t'entends ça, t'es comme, ouh, peut-être que j'ai un petit bagage, j'ai une couple de couches peut-être d'énergie de certaines personnes. Tu sais, juste d'émettre l'intention de venir nettoyer toutes les énergies qui ne sont pas à toi, qui sont dans ton champ énergétique, simple comme ça. Fais pause, viens fermer tes yeux, puis juste demander. Oui. Le corps est super intelligent. Il fait ce qu'on lui dit quand il est capable. Oui, vraiment. Puis on parlait d'orgasme, on peut utiliser l'orgasme aussi pour libérer ces énergies-là. Alors que ça soit des pratiques d'autostimulation avec l'utilisation d'un jouet aussi là, qu'on va insérer. Des fois, d'aller comme libérer des micro-traumas ou des traumas qui pourraient être logés comme dans le vagin, dans le col de l'utérus ou même au niveau de la vulve. Donc d'aller utiliser l'orgasme aussi avec une intention de libération de ces choses-là. Puis là, quand tu parlais tantôt, il y a quelque chose qui est monté. Je travaille beaucoup avec la civilisation d'Atlantis, avec les Atlantes, que j'aime beaucoup, qui est une civilisation qui existait il y a 12 500 ans. Puis une des choses qu'ils m'avaient montré, c'est qu'ils utilisaient beaucoup la pratique sexuelle pour aller ouvrir des portails, des vortex. Puis tu sais, 1 plus 1, ça égale pas 2, là. Ça égale, c'est leur multiplication infinie. Puis ils me montraient, tu sais, les deux personnes ensemble, comment ça peut venir ouvrir justement ces portails énergétiques-là pour autant aller émettre des choses que de recevoir aussi. Comme encore une fois, on est des antennes, mais là, tu mets 2 antennes ensemble. Fait qu'il y a quelque chose de très puissant avec la sexualité, je pense que peu de gens utilisent. Même moi qui en ai consciente, c'est pas quelque chose, tu sais, que je tends à, mais que j'ai encore, moi, des traumas reliés à la sexualité à guérir avant de me sentir assez en sécurité pour abandonner mon corps, mais bien, là, je ne dis pas abandonner, le laisser, mais comme de vraiment être en surrender complet. Exact. De relâchement, laisser aller. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as déjà expérimenté ou que, quand je te parle de ça, c'est quelque chose que tu connais un peu ou? Ben, en fait, ce que ça m'a emmené quand tu l'as partagé, c'est de définir c'est quoi la sexualité. On l'a comme pas défini. Puis j'ai l'impression que pour la plupart des gens, quand on va dire sexualité, on voit pénétration pénis-vagin. Quand on parle de ces pratiques-là, la sexualité, c'est beaucoup plus grand que ça. La sexualité, c'est beaucoup plus que ça. La sexualité, c'est un échange d'énergie. Un échange énergétique qui peut se faire avec pénétration, qui peut se faire avec stimulation des organes génitaux, mais pour moi aussi, la sexualité, c'est beaucoup plus grand que ça. Tu sais, des fois, j'ai eu des conversations à ce niveau-là avec d'autres personnes, puis danser, c'est un échange d'énergie sexuelle. Donc, on n'a pas... Puis c'est là où le tantra, des fois, a été un peu casé par rapport à la sexualité, mais sexualité génitale, en fait, parce qu'on a comme juste voulu percevoir ça de l'échange énergétique. Mais je pense que c'est important d'agrandir cette perception-là. Qu'est-ce que c'est la sexualité? C'est beaucoup plus que ça. Comme quand je danse avec quelqu'un, quand je vais avoir un échange, tu sais, en ce moment, on pourrait dire qu'on a un échange d'énergie entre nous deux, il y a quelque chose qui circule, c'est fluide, ça m'amène une certaine excitation, une certaine énergie, ça t'amène, j'espère aussi, quelque chose. Vous aussi! Mais ça se pourrait qu'on ait cet échange-là et que tu te sentes amoindri dans ton énergie. Hein, des fois, on a ça avec des gens, c'est comme on est en contact avec des personnes puis on sent que ça vient manger notre batterie énergétique. Ben, c'est qu'on échange constamment de l'énergie avec les autres. Donc, il y a comme cet échange-là qui est constant, qui pourrait, quand on parle de grandes pratiques comme ça, faire partie d'une certaine définition de la sexualité. Puis là, quand tu parlais, ce qui me venait, j'avais lu en quelque part, si tu veux aller voir qu'est-ce qui est le plus puissant dans le monde, va où il y a le plus de honte et de tabou. Fait que, tu sais, si on parle de la sexualité, le corps de la femme, le sang menstruel, l'accouchement. Ouais. Mais tu sais, si on regarde justement dans les civilisations, et même j'ai ma naturopathe qui m'avait parlé, je sais pas si tu as entendu parler de ça, je me rappelle pas c'est où dans le monde, j'ai pas retenu les informations non plus, mais il y a un temple ou un monastère où les gens, tout ce qu'ils font, c'est que des pratiques sexuelles toute la journée. Okay. Je t'en reparlerai comme c'est où ça.
Parce que, en fait, ce qu'elle m'expliquait, c'est que la femme qui va venir justement faire bouger l'énergie, comme tu le nommais, qu'est-ce que ça fait en faisant bouger ça? Ça vient augmenter la vibration de la femme. Puis là, elle vient offrir ça à l'homme. Fait que l'homme, sa vibration monte, il la redonne à la femme, continue à faire monter, monter, monter. Donc, ça permet de monter les fréquences du corps, puis de monter les fréquences vibratoires pour aller atteindre cette espèce d'état de nirvana, puis de totale connexion avec quelque chose de beaucoup plus grand. Fait qu'il y a des gens qui font ça tous les jours, c'est que ça qu'ils font, c'est vraiment ce sont leurs pratiques spirituelles. Puis c'est normalisé. Puis je pense que c'est justement quelque chose qui s'est malheureusement beaucoup perdu, puis qui a été très mis aux poubelles, beaucoup à cause de la porn. La porn. La porn! C'est la porn! C'est la maudite faute de la porn. Mais c'est vrai, tu sais, qui est vraiment aller dénaturer qu'est-ce que c'est la sexualité. Quand je regarde les jeunes, tu sais, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, on était beaucoup valorisés à travers de ce qu'on pouvait amener à l'homme au niveau de la sexualité. Fait que très, très jeune, en tout cas, moi, je me suis détachée. En fait, je n'ai jamais été connectée à la richesse puis au pouvoir de l'énergie de la sexualité pour être dans sa propre puissance puis connectée à quelque chose de beaucoup plus grand. Fait que... Oui. Bien, je pense que tu l'as bien dit. C'est un très, très grand pouvoir qu'on a à l'intérieur de soi, qu'on porte toutes et tous. Hein, tu sais, que tout le monde a accès à ça. C'est gratuit, c'est disponible, c'est accessible. Tu sais, je veux dire, ça a toutes les qualités pour que ça soit utilisé pour amplifier notre énergie, pour amplifier la vie autour de soi, mais ça a été étouffé. Donc, ouais. Je ne sais pas qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à ça, mais quand tu parles de ces pratiques-là aussi dans les temples, je serais intriguée de savoir quel type de pratique, encore une fois. Parce que est-ce que c'est vraiment des pratiques sexuelles où il y a pénétration? Je pense pas. Exact. Fait que, tu sais, je veux juste le rappeler parce que je suis sûre qu'on s'est tous imaginé un orgie dans un temple. Ben, peut-être pas, moi, mais... juste elle. Peut-être pas toutes, mais on pourrait s'imaginer ça, entre autres. Alors que peut-être qu'il n'y a même pas de nudité dans ces pratiques-là, mais que c'est que des pratiques où ils apprennent à maîtriser leur énergie sexuelle qui est associée à la Kundalini. Tu sais, je l'ai invité, je sais pas trop comment amener le mot Kundalini dans l'espace nécessairement, tu sais, c'est pas vers là où on va, mais c'est cette énergie sexuelle-là qui monte à l'intérieur de nous qu'on doit apprendre à maîtriser ou qu'on gagne, en fait, à apprendre à maîtriser. Ouais. Mais là, ce que tu viens de nommer, c'est la première fois que je le vois, ça met des petits morceaux de casse-tête ensemble. L'énergie vitale qui monte en nous, qui permet de connecter à plus grand, qui permet justement d'accéder, entre autres, à nos dons. Ben, s'il y a beaucoup de traumas reliés à la sexualité, que ce soit à vous, que ce soit ancestral, que ce soit tout ce que la société, justement, met comme tabou, comme honte au niveau de cette énergie-là, bien là, on bloque. Mais là, qu'est-ce que tu bloques? C'est ton énergie vitale. Exactement. En finalité. Exactement. Fait que de se permettre d'aller à la rencontre de ça, d'aller voir qu'est-ce qui reste comme trauma, qu'est-ce qui reste comme blocage, comme obstacle, pour me permettre, oui, d'avoir des meilleurs orgasmes, mais au-delà de ça, d'aller reconnecter avec cette force vitale-là. Là, je revois l'image avec les Atlantes, tu sais, de voir qu'est-ce que ça vient créer. Puis moi, je tends à ça. Ça a été une motivation pour moi quand j'ai vu ça. Je suis comme, oh, attends, j'ai du ménage à faire pour me rendre là. Et j'ai envie de le faire parce que j'ai envie de reconnecter à cette immense puissance, justement, comme tu dis, qui est à l'intérieur de tous et toutes, auquel on a accès. C'est une batterie infinie. Autant pour... encore une fois, guérir notre corps physique pour connecter à l'autre, mais pour connecter à plus grand. Oui, c'est une batterie infinie qui n'a pas d'âge, hein, qui n'a pas de genre, qui est vraiment disponible à tout le monde. Donc, quand on parle de cette batterie infinie-là, on la voit chez les enfants. Les enfants vont s'auto-stimuler, mais aussi de se rappeler que c'est là jusqu'à la fin de la vie. S'il y a une chose qui est présente jusqu'à notre dernier souffle, c'est cette énergie vitale-là qu'on a. Et là, c'est de voir de quelle façon est-ce que j'ai envie de l'utiliser dans ma vie. Et si c'est difficile de se connecter parce que j'ai eu des traumas. Puis des fois, quand on dit trauma aussi, ça n'a pas besoin d'être un trauma à la hauteur d'une agression sexuelle. Des fois, c'est le regard que quelqu'un nous a porté quand on était jeune, qu'on a associé, qu'on a senti que c'était une agression, en fait. Donc, il n'y a pas eu de geste, mais ce simple regard-là a causé un trauma dans notre corps. Fait que, tu sais, il n'y a pas de traumas qui sont
insignifiant. Mm-hmm. Fait... Oui, il peut y avoir une intensité. Exact. Puis ça a laissé des traces à l'intérieur de soi, puis c'est d'aller voir comment je peux reconnecter, surmonter ces choses. Tu sais, combien d'enfants se sont fait shamer avec la masturbation? Il y a des parents qui font bien ça, d'être comme « Hey, si on fait ça dans la chambre. » Tu sais, moi, ma mère, c'était très gentil, mais ben voyons, franchement, c'est sale, on touche pas à ton pénis. Puis là, oui, fait que là, je veux dire, c'est des grosses croyances très jeunes qui viennent. T'en veux des obstacles en way, là. Oui, exact. Fait que pour les gens qui ont envie de reconnecter à leur énergie sexuelle de façon très saine, que ce soit pour libérer les traumas, avoir plus d'espace dans le corps, accéder à cette énergie-là, que ce soit pour votre don, connecter à quelque chose de plus grand à vous, à l'autre. Eve-Marie fait ça? Ben oui! Surprise! Fait que non seulement tu fais ça en séance individuelle, via les internets, mais là, tu prépares aussi ta première retraite solo. Ben, en fait, oui, non. OK. Oui, non. Oui, je prépare une retraite. Elle ne sera pas en solo et c'est pas ma première. Ça va être ma 4e, en fait, retraite internationale. J'ai fait 4 retraites locales aussi. Ça va être ma 4e internationale, mais c'est une retraite que je prépare moi-même. C'est ça que je voulais dire. Oui, c'est en solo. Elle a été invitée plusieurs fois pour des magnifiques retraites, mais là, de te lancer toi... Exact. C'est la première fois que je fais tout le processus, en fait, là, du nom de concept, de louer les lieux. Ça me sort de ma zone de confort, mais j'expande mon terrain de jeu tranquillement. C'est pas toujours confortable, mais j'y arrive, je le fais. Donc, je vais animer une retraite qui va s'appeler la retraite orgasmique. Excitant, n'est-ce pas? Qui est une retraite pour femmes et je vais l'animer avec Karine Mousseau, qui est naturopathe, spécialiste en experte. Là. J'essaie de trouver son titre encore. Là. Je ne vais pas lui donner un titre qu'elle ne va pas se donner, mais experte en santé hormonale. Donc, on a animé notre première retraite ensemble l'année passée au Costa Rica. On répète l'expérience cette année. Ça va se passer du 11 au 18 avril. Je vais vous accueillir dans mon chez moi, en fait, au Costa Rica. Peut-être que ça va être ma maison, mais dans mon espace de vie, dans cet endroit-là. Puis pourquoi le Costa Rica? Mais il ne faut pas se cacher que notre environnement a un impact. Tantôt, tu disais, là, les traumas sociaux dans notre société, dans notre environnement, dans notre famille, ça a un impact. Donc, des fois, quand on reste dans son chez soi, pardon, à la maison, le corps est un petit peu plus contracté. Là, quand on s'en va au Costa Rica, c'est la jungle, c'est vivant, il fait chaud, on est bien. Le corps est détendu. Fait que c'est déjà plus facile de connecter. On enlève des barrières pour maximiser l'accès à ce plein potentiel-là qu'on porte en soi. Oui, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup quand je voyageais, puis je revenais au Québec. Je suis comme, ben voyons, il me semble, je pensais que j'avais réglé ça. Puis c'était JF, un de nos amis, qui m'avait dit, ben Marie-Ève, ta structure identitaire, elle est au Québec. Tu sais, comme tout ce qu'on dit qu'on doit être, encore une fois, de l'école, de nos parents, de la société, tu sais, le Québec a une énergie aussi autour d'elle. Fait que de partir... Moi, j'ai fait une retraite pour justement faire une grosse libération au niveau de ma sexualité. J'étais allée à Hawaï, là. Fait que, tu sais, d'aller ailleurs, justement, ça peut être... J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai, pour aller libérer, si vous savez qu'il y a des choses grosses, c'est comme, OK, j'ai goût de reconnecter, ben, on va déjà passer du chemin. Tout ce qui est les triggers environnementaux. Exact. Il peut y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Exact. Puis quand on est ailleurs, des fois, tu sais, toutes nos petites inquiétudes, la vie courante, la charge mentale, on la met dans des boîtes. On prend une pause pour une semaine, on va y revenir, on se souvient, mais du moins, on prend une pause de tout ça, ce qui nous permet d'être plus disponible à vivre une expérience qui va nous transformer, qui va nous faire vivre des choses, qui va nous emmener ailleurs dans qui on est, en fait. Donc, c'est quoi l'intention principale pour les gens pour cette retraite-là? Comme avec quoi ils ressortent de ça? Oui, ben moi, je pense que ma transmission principale, c'est de ramener le plaisir. De ramener le plaisir dans la vie des gens, de ramener le plaisir à connecter avec son corps, à manger, à vivre tout simplement. Donc, c'est beaucoup des pratiques de reconnexion à soi. Des fois, il y a certains rituels qui sont challengeants, mais l'intention, c'est vraiment de ramener le plaisir dans sa vie, dans son corps, dans son soi, en fait. Puis avec Karine, elle qui a plus l'approche justement de santé. Oui, exact. Autant au niveau de la nourriture que la santé hormonale. Exact. Donc, de comprendre des fois qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Tu sais, le mental, on l'aime. On a besoin de comprendre. Donc, d'aller avoir des connaissances qui vont nous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon corps
des fois, ça permet d'enlever les barrières, de craindre de connecter à ce qui se passe vraiment. Fait que Karine, elle amène beaucoup des belles connaissances. C'est sûr qu'ensemble, on guide des rituels, mouvements, puis, ouais, c'est ça, des pratiques, je sais pas comment les décrire, mais, ouais, qui amènent quelque chose de vraiment le fun. Puis Karine va être sur le podcast, elle s'en vient aujourd'hui. On va filmer son épisode après. Fait que vous pourrez rencontrer Karine dans un prochain épisode aussi. Puis moi, je peux vous dire, pour passer du temps quand même plus couramment avec Eve-Marie et Karine, c'est une énergie qui est tellement précieuse. Il y a quelque chose de tellement profond, vrai, joueur et tellement rassurant. Autant pour toi que Karine, puis vous avez tellement une belle synergie ensemble. Je ne savais pas que vous le faisiez ensemble. Oui, on a découvert en fait l'année passée, là, quand on a animé la retraite ensemble, c'était une complémentarité tellement parfaite de nos connaissances. On a la même formation de yoga aussi à la Sangha, fait qu'on a plein d'approches communes qu'on vient mettre ensemble, puis on a tellement eu de plaisir, puis on n'est pas dans se prendre au sérieux. Oui, des fois, il y a des moments plus sérieux où on va aborder des choses, des concepts où il va y avoir peut-être des fois des émotions. Donc, tu sais, c'est pas juste dans la folie, dans l'extase, dans le plaisir, mais tout est pris dans un contexte avec plaisir. Donc, absolument. Oui. Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé ou qui n'a pas été nommé avec lequel tu aimerais qu'on termine? Plein de choses. Ah! On va être obligé de se revoir, mais en fait, on dirait que quand tu me l'as dit, la seule chose qui m'est venue, quand je reviens à peut-être des pratiques simples qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours, là, respirer. Oui. Tu sais, comme, deux fois, juste de revenir, parce que là, je me suis observée, c'est comme, oh, OK, je respire, je reviens à l'intérieur de moi, puis là, je respire, puis je me détends. OK, puis là, tu sais, j'étais comme vraiment excitée. Tu sais, ça me permet de reconnecter à ce qui est là, fait c'est vraiment plus simple qu'on pense, ces pratiques-là. Mais c'est juste qu'on, des fois, on a tellement peur. C'est là où il faut aller chercher à quoi est-ce que j'ai peur de connecter, qu'est-ce que j'ai peur de ressentir pour me permettre de juste me déposer ici, me relâcher puis respirer, puis là, sentir comme l'intensité qui se passe à l'intérieur de moi. Fait que je pense que ça serait tout simplement ça. Puis moi, je peux dire que c'est au-delà de la vie en général, au niveau de la sexualité, d'amener la respiration plutôt que de contracter, de relâcher puis de respirer. Au début, c'est challengeant parce que c'est pas ce que le corps connaît. Le corps a tendance à contracter. Mais de relâcher, autant pour la femme que l'homme, c'est là que l'énergie circule. À place de mettre un barrage, ça bouge partout. Vraiment. Puis là, je pourrais repartir dans des choses, mais en réponse rapide à ça, là, la respiration, le mouvement, puis le son, qui sont des outils hyper puissants qu'on va utiliser dans le yoga. Les postures, les asanas, la respiration, les pranayamas, les asanas, puis les mantras. Mais dans la sexualité, on retrouve la même chose. On veut que le corps bouge, on veut reconnecter à notre respiration, puis on veut faire des sons. On veut laisser notre voix se faire entendre. Fait je fais un petit parallèle avec ça. Mais maintenant, j'ai plein d'autres choses à dire, mais moi, j'ai faim. Merci! C'est mon estomac qui dirige la longueur du podcast aujourd'hui. Fait que merci. Merci d'avoir été avec nous. Fait que je vais mettre, Véronica, la magnifique coordonnatrice de Dakini, va mettre tous les liens dans les descriptions. Fait que si vous voulez aller rejoindre Eve-Marie, vous pouvez aller nous parler sur Instagram. Si vous voulez plus d'infos pour la retraite aussi, on va mettre les informations, comment prendre rendez-vous avec toi. Voilà. Fait que là, moi j'aimerais bien, comme d'habitude, si vous avez envie d'écrire en commentaire s'il y a un petit aha moment, ou s'il y a quelqu'un que tu connais qui pourrait vraiment bénéficier de la discussion qu'on a eue aujourd'hui, de lui envoyer l'épisode. C'est comme ça qu'on peut propager la magie. Oui, tellement. Yes. Merci!